En seulement 11 jours, l'Union soviétique a réalisé ce qui semblait impossible, anéantissant une armée japonaise entière d'environ 1 million d'hommes avec un ratio de tués de 30 pour 1. Ils ont avancé plus vite que n'importe quelle campagne en Europe tout en réglant une dette de 40 ans d'humiliation nationale. C'était l'opération Tempête d'août, et elle a changé le cours de la Deuxième Guerre mondiale d'une manière que le monde peine encore à comprendre. L'histoire ne commence pas en 1945, mais 4 décennies plus tôt, avec une blessure si profonde qu'elle a transcendé les révolutions et les systèmes politiques. C'était une humiliation qui brûlait dans la mémoire russe, attendant la chance d'être complètement effacée. Et quand cette chance est venue, les soviétiques ont déchaîné une forme de guerre si dévastatrice qu'une armée entière aurait simplement cessé d'exister. Chaque nation se souvient de ces humiliations, mais peu ont la chance de les effacer si complètement. Pour la Russie, cette humiliation est venue en 1905, et elle a coupé plus profondément que n'importe quelle défaite militaire avant ou depuis. La guerre russo-japonaise a commencé dans la nuit du 8 février 1904, quand des destroyers japonais ont lancé une attaque surprise sur Port Arthur. Ce qui a suivi a été une cascade de désastres qui a secoué l'Empire russe jusqu'à son cœur. À la bataille de Mukden en février et mars 1905, plus de 300 000 soldats russes ont affronté les Japonais dans la plus grande bataille terrestre que le monde ait jamais vue. Les deux côtés ont perdu environ un tiers de leurs forces, mais les Japonais ont chassé les Russes du champ de bataille. Mukden est tombé. La défaite était totale. Puis vint Tsushima. La flotte de la Baltique russe avait navigué 18 000 milles nautiques autour du monde pour briser le blocus japonais de Port Arthur. Le 27 mai 1905, les Japonais les ont interceptés dans les détroits entre la Corée et le Japon. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas une bataille, mais un massacre. Les Japonais ont coulé ou capturé la plupart de la flotte russe. Des milliers de marins russes sont morts. Les pertes japonaises ont été minimes. C'était la victoire navale la plus complète depuis Trafalgar. Le traité de Portsmouth en septembre 1905 a formalisé la défaite de la Russie. Le Japon a pris le contrôle de Port Arthur, de la péninsule du Liaodong et de la moitié sud de l'île de Sakhalin. La Russie a reconnu la domination japonaise en Corée et a évacué la Mandchourie pour la première fois de l'histoire moderne. Et une puissance asiatique avait vaincu un empire européen dans une guerre majeure. Le traumatisme allait au-delà de la défaite militaire. À l'intérieur de la Russie, le désastre a déclenché la révolution de 1905. Le tsar Nicolas II a été forcé d'accorder des réformes constitutionnelles qu'il n'avait jamais eu l'intention d'honorer. L'humiliation s'est enracinée dans la conscience nationale russe. Elle a transcendé la chute du régime tsariste en 1917. Les bolcheviks ont hérité de la blessure et ne l'ont jamais oubliée. La doctrine militaire soviétique s'est développée à l'ombre de 1905. L'accent mis par l'armée rouge sur la modernisation, la mécanisation et ce qu'ils appelaient les opérations en profondeur reflétait une détermination à ne jamais plus souffrir de l'indécision, du mauvais leadership et de l'infériorité technologique qui avaient condamné les forces tsaristes. Les commandants soviétiques ont étudié les échecs à Mukden et Tsushima comme les chirurgiens étudient les erreurs fatales. Ils ne les répétèrent pas. Quand le maréchal Alexandre Vassilevski a planifié l'opération Tempête d'août en 1945, il a rendu la vengeance explicite. La propagande soviétique et les ordres militaires faisaient référence au règlement des comptes pour 1905. La reprise de Port Arthur a reçu une attention prioritaire malgré sa valeur militaire limitée. Les forces soviétiques lèveraient délibérément le drapeau rouge sur la forteresse où la défaite russe avait commencé 40 ans plus tôt. L'inversion symbolique de Tsushima est devenue aussi importante que les objectifs militaires. Ce n'était pas seulement une campagne, c'était l'effacement de la honte nationale. Mais la vengeance nécessite un ennemi. Et en août 1945, l'armée du Kwantung autrefois redoutable qui avait terrorisé l'Asie n'était plus ce qu'elle semblait être. La réputation de l'armée du Kwantung était construite sur la brutalité et la victoire. Mais les réputations peuvent survivre à la réalité. À l'été de 1945, la force que Tokyo appelait toujours son armée continentale d'élite était une coquille vide portant l'uniforme de son ancien moi. L'armée du Kwantung avait commencé comme une force de garnison pour garder les intérêts japonais autour de Port Arthur après la guerre russo-japonaise. Dans les années 1930, elle avait évolué en instrument principal du Japon pour l'expansion impériale sur le continent asiatique. En 1931, les officiers du Kwantung ont orchestré l'incident de Mukden,
fabriquant un prétexte pour l'invasion et l'occupation à grande échelle de la Mandchourie. Ils ont établi l'État fantoche de Mandchoukouo et ont opéré avec une autonomie stupéfiante, agissant souvent sans ordre de Tokyo. À son apogée, l'armée du Kwantung comptait plus de 700 000 hommes et comprenait certaines des meilleures unités d'infanterie, de blindés et de cavalerie du Japon. Mais c'était avant que la guerre du Pacifique ne consume tout. Alors que les forces américaines sautaient d'île en île vers les îles principales japonaises, Tokyo a dépouillé l'armée du Kwantung de ses meilleures divisions, équipements et personnel expérimentés. Les unités d'élite ont été redéployées pour des défenses désespérées aux Philippines, à Okinawa et sur les îles principales elles-mêmes. Ce qui restait en Mandchourie en août 1945 était une façade. Les chiffres racontaient l'histoire de la décadence. Sur 25 divisions, seulement 6 étaient considérées comme prêtes au combat. Le reste était composé de conscrits mal entraînés, de réservistes et de personnel de soutien en arrière. De nombreuses unités n'existaient que sur le papier. La force nominale de l'armée était de 700 000, mais seulement environ 600 000 étaient réellement disponibles, et la plupart d'entre eux étaient mal entraînés et mal équipés. La disparité d'équipements était stupéfiante. L'armée du Kwantung disposait d'environ 1550 chars, mais la plupart étaient obsolètes. Des chars légers, type 97 Chi-A et type 95 Ago, avec une armure mince et des canons faibles. Ils n'étaient pas à la hauteur des blindés soviétiques modernes. Les Japonais avaient environ 6700 pièces d'artillerie, mais les munitions étaient rares. Leur force aérienne comptait environ 1800 aéronefs, mais les pénuries de carburant signifiaient que la plupart étaient cloués au sol, et ceux qui pouvaient voler étaient des conceptions obsolètes face aux chasseurs soviétiques modernes et aux aéronefs d'attaque au sol. La doctrine défensive japonaise restait enracinée dans les concepts de la Première Guerre mondiale. Malgré la conscience du renseignement des capacités de guerre mobiles soviétiques, en particulier après la défaite dévastatrice à Khalkhin Gol en 1939, les plans de l'armée du Kwantung reposaient sur des fortifications statiques et une défense linéaire. Ils avaient construit ce qu'ils appelaient le mur de Mandchourie, une série de bunkers, de casemates et de lignes défensives conçues pour arrêter les assauts frontaux. Beaucoup de ces fortifications étaient incomplètes ou mal entretenues. La doctrine mettait l'accent sur la tenue du terrain plutôt que sur la défense élastique. Il n'y avait pas de réserve stratégique, pas d'unité mobile capable de contre-attaquer les percées soviétiques. L'armée était piégée par ses propres limitations. Les officiers supérieurs du Kwantung savaient qu'ils faisaient face à un ennemi supérieur. Ils avaient vu ce qui s'était passé à Khalkhin Gol, quand les forces du général Zhukov avaient encerclé et détruit les unités japonaises en utilisant des tactiques d'armes combinées et de pénétration en profondeur. Mais savoir et s'adapter étaient des choses différentes. L'armée du Kwantung manquait des chars, des camions, du carburant et de l'entraînement pour mettre en œuvre une défense mobile. Ils ont été forcés de se préparer à une guerre qu'ils savaient ne pas pouvoir gagner en utilisant des tactiques qu'ils savaient être obsolètes. Le moral était fragile. Les soldats savaient que le Japon perdait la guerre. Les villes brûlaient sous les bombes américaines. La marine était détruite. La défaite était visible à l'horizon. Pourtant, on s'attendait à ce qu'ils défendent une frontière sans fin contre un ennemi dont ils ne pouvaient que deviner la force. L'entraînement était inadéquat. De nombreux conscrits n'avaient que quelques semaines de préparation avant d'être envoyés dans des postes frontaliers éloignés. Les officiers qui avaient survécu en Chine ou dans le Pacifique étaient rares. La plupart des chefs étaient des troupes de garnison qui n'avaient jamais connu le combat moderne. Face à cette armée fantôme, les Soviétiques étaient sur le point de déchaîner une forme de guerre que les Japonais n'avaient jamais expérimentée et n'auraient jamais pu se préparer. Les Allemands avaient enseigné aux Soviétiques comment faire la guerre moderne pendant 4 ans de sang. Maintenant, les Japonais affronteraient les diplômés. L'opération Tempête d'août était l'aboutissement de l'art opérationnel soviétique, affiné dans le creuset du front de l'Est. Le maréchal Alexandre Vassilevski commandait l'opération globale, coordonnant 3 fronts massifs dans une campagne conçue pour anéantir les forces japonaises par des attaques simultanées sur plusieurs axes, la pénétration en profondeur et un tempo implacable. La force soviétique était écrasante. Le front de Transbaïkalie, sous le général Rodion Malinovski, a déployé environ 416 000 soldats, 1500 chars et canons automoteurs, environ 250 pièces d'artillerie et mortiers et 4400 aéronefs. Le premier front d'Extrême-Orient, sous le général Kirill Meretskov,
disposait d'environ 586 000 soldats, 1550 chars, 7400 pièces d'artillerie et 1360 aéronefs. Le deuxième front d'Extrême-Orient sous le général Maxime Pourkaïev a ajouté encore 337 000 soldats, 600 chars, 4200 pièces d'artillerie et 100 aéronefs. Au total, les soviétiques ont massé environ 1 600 000 soldats, entre 3 000 et 5 500 chars et canons automoteurs, selon la classification, environ 17 000 pièces d'artillerie et mortiers et environ 3 700 aéronefs. La disparité était écrasante. Les forces de chars soviétiques surpassaient les blindés japonais d'au moins 4 pour 1 et l'écart de qualité était encore plus grand. Les chars moyens soviétiques T-34-85, les chars lourds IS-2 et les canons automoteurs Su-76 et ISU-152 étaient des conceptions éprouvées au combat qui avaient brisé la Wehrmacht. Les chars type 97 et type 95 japonais étaient des pièges mortels légèrement blindés armés de canons qui pouvaient à peine rayer l'armure soviétique. Dans certains secteurs, l'artillerie soviétique jouissait d'un avantage de 4 pour 1. La puissance aérienne soviétique était absolue. Les environ 3700 chasseurs modernes Yak-9, l'A-5 et l'A-7 et les aéronefs d'attaque au sol Il-2 Sturmovik faisaient face à environ 1800 avions japonais obsolètes, dont la plupart ne pouvaient même pas voler en raison des pénuries de carburant. Mais les chiffres seuls n'expliquent pas ce qui s'est passé. Les soviétiques avaient développé une doctrine appelée opération en profondeur ou glubokaya operatsiya, qui transformait la supériorité numérique en annihilation opérationnelle. Le concept était simple mais terriblement efficace. Au lieu d'attaquer sur un seul axe et de progresser à travers les défenses couche par couche, les forces soviétiques attaqueraient simultanément sur plusieurs axes, pénétrant profondément dans les zones arrière ennemies. Les groupes de manœuvre opérationnels, des formations rapides de chars et d'infanterie mécanisée exploiteraient les percées et avanceraient de centaines de kilomètres au-delà de la ligne de front. Ils contourneraient les points forts plutôt que de les réduire, laissant les défenseurs isolés être nettoyés par les forces de suivi. L'objectif n'était pas de repousser l'ennemi, mais d'encercler et de détruire des formations entières, brisant le commandement et le contrôle et empêchant toute réaction organisée. Le front de Transbaïkalie a exécuté la poussée la plus profonde et la plus audacieuse. Les forces de Malinovski faisaient la face à ce que les Japonais considéraient comme une barrière naturelle infranchissable, la chaîne du Grand Khingan. Les montagnes étaient accidentées, arides et coupées par peu de routes. Les planificateurs japonais supposaient qu'aucune force mécanisée moderne ne pouvait les traverser rapidement. Ils se trompaient catastrophiquement. Les ingénieurs et les équipages de chars soviétiques s'étaient préparés méticuleusement. Quand l'offensive a commencé le 9 août 1945, les colonnes de chars soviétiques se sont précipitées dans les montagnes et ont émergé de l'autre côté avec une vitesse stupéfiante. Un membre d'équipage de chars a rappelé plus tard l'expérience surréaliste. Nous avons roulé pendant des jours sans nous arrêter, la chaleur du désert scintillant sur notre armure, et les Japonais n'avaient même pas gardé les passes. Dans certains secteurs, les unités soviétiques ont couvert jusqu'à 150 km en une seule journée. L'avance à travers le terrain que les Japonais pensaient prendre des semaines s'est déroulée en jours. Au moment où les commandants japonais ont réalisé que les soviétiques avaient traversé les montagnes, les avant-gardes soviétiques s'emparaient déjà de villes clés et de jonctions ferroviaires profondément en Mandchourie. La coordination des trois fronts était sans précédent. Les trois fronts ont attaqué le 9 août, créant des dilemmes impossibles pour les commandants japonais. Défendre partout et être fort nulle part. Concentrer les forces contre une poussée et être encerclé par les autres. La doctrine défensive japonaise, construite autour des lignes statiques et de la défense frontale, n'avait simplement aucune réponse à la pénétration simultanée sur plusieurs axes. Les commandants de chars soviétiques qui avaient combattu en Pologne, en Ukraine et en Allemagne ont rapporté avec étonnement la facilité avec laquelle les positions japonaises se sont effondrées. Le général de division Vassili Ryazanov de la 5e armée de chars de la garde a noté que les positions japonaises s'effondraient devant nos chars, contrairement à la résistance acharnée des Allemands. Les vétérans ont décrit la campagne comme une promenade comparée à l'enfer de Berlin et de Stalingrad. Le contraste était frappant. Les défenseurs allemands avaient combattu pour chaque mètre, contre-attaquant avec des panzers et des Panzerfaust, transformant les villes en forteresses. Les défenseurs japonais
manquant de réserves mobiles et d'armes anti-chars modernes, ne pouvaient que regarder l'armure soviétique contourner leurs bunkers et s'enfoncer à l'arrière. Ce qui s'est passé quand ces deux philosophies militaires se sont heurtées était moins une bataille qu'une désintégration systématique. Dans la guerre moderne, les armées ne perdent pas seulement des batailles, elles perdent la capacité à combattre du tout. À minuit le 9 août 1945, les forces soviétiques ont attaqué simultanément sur 3 fronts. Les Japonais avaient des renseignements indiquant une accumulation soviétique, mais ils n'ont réalisé aucune surprise stratégique ou tactique significative. Pourtant, en quelques heures, les défenses japonaises s'effondraient. La vitesse de l'effondrement a choqué même les commandants soviétiques. Les positions défensives statiques japonaises, conçues pour arrêter les assauts frontaux de style Première Guerre mondiale, ont simplement été contournées. Les groupes de manœuvre opérationnels soviétiques ont identifié les points faibles, ont percé et se sont précipités à l'arrière. Les points forts japonais se sont retrouvés isolés, encerclés et sans pertinence. Les communications se sont effondrées presque immédiatement. Les commandants japonais ont perdu le contact avec les unités d'avant-garde et n'avaient pas de réserve pour combler les brèches. Le lieutenant-colonel Saburo Hayashi, de l'armée du Guangdong, a capturé le chaos dans ses mémoires. C'était comme si un coup de tonnerre avait frappé. Nous n'avions pas le temps de nous organiser, pas de réserve pour combler les brèches. Les chars soviétiques apparaissaient partout et nos communications se sont effondrées. L'expérience était désorientante et terrifiante. Les unités qui s'étaient préparées à la défense frontale se sont soudainement retrouvées avec l'armure soviétique dans leurs zones arrières. Les officiers qui ont tenté de coordonner les réponses ont trouvé leurs lignes téléphoniques mortes et leurs messagers disparus. Le brouillard de la guerre est devenu total. Les fronts du Transbaikal qui ont percé les grands Khingan et les montagnes ont transformé tout le concept défensif japonais sur son flanc. Les planificateurs japonais avaient beau supposer que les montagnes canaliseraient toute attaque soviétique dans des corridors prévisibles où les défenses pourraient être concentrées. Au lieu de cela, les forces soviétiques ont traversé les montagnes sur plusieurs axes et ont émergé profondément à l'arrière japonais. Au moment où les commandants japonais ont compris ce qui se passait, les têtes de pont soviétiques s'emparèrent déjà de Mukden, de Changchun et de Harbin. Le premier front d'Extrême-Orient de Meretskov, avec 586 000 soldats, a commencé l'avancée vers la côte et l'objectif symbolique ultime, Port Arthur. La forteresse qui avait symbolisé l'humiliation russe en 1905 était maintenant à portée de main. Les forces soviétiques ont avancé avec une efficacité impitoyable, écartant la résistance japonaise dispersée. Les Japonais n'avaient pas de doctrine pour répondre à la pénétration profonde. Leur plan supposait qu'ils combattraient une bataille défensive le long de lignes préparées, se repliant sur des positions secondaires s'ils étaient pressés, mais il n'y avait pas de repli. Les forces soviétiques étaient déjà derrière eux. Les tentatives de retrait se sont transformées en débâcle. Les unités qui ont tenté d'établir de nouvelles lignes défensives ont trouvé les chars soviétiques arrivant avant qu'elles ne puissent creuser. Le tempo des opérations dépassait tout ce que les officiers japonais avaient expérimenté, mais la percée initiale n'était que le début. Ce qui a suivi était une poursuite sans précédent dans la guerre du Pacifique. Certaines campagnes militaires sont mémorisées pour leur brutalité. Celle-ci est mémorisée pour son asymétrie. Du 9 août au 20 août 1945, la machine militaire soviétique a réalisé l'une des victoires les plus unilatérales de la guerre moderne. Les chiffres finaux des pertes ont révélé la nature dévastatrice de la campagne. Les pertes soviétiques totalisaient environ 12 030 et un tué, blessés et disparus, dont seulement 2 300 tués. Les pertes japonaises ont dépassé 80 000 tués avec des estimations d'environ 15 000 blessés et entre 594 000 et 650 000 faits prisonniers. Le ratio de tués s'approchait de 30 pour 1. Les forces soviétiques ont avancé plus vite que dans toute opération européenne. Les gains territoriaux se mesuraient non pas en kilomètres, mais en centaines de kilomètres. Dans certains secteurs, les têtes de pont soviétiques ont couvert jusqu'à 800 km au cours de la campagne de 11 jours, en moyenne entre 40 et 70 km par jour. Ce rythme dépassait même les opérations soviétiques les plus réussies contre l'Allemagne. La vitesse d'avancée a maintenu la cohérence opérationnelle, malgré les distances. La logistique soviétique, affinée par des années de guerre continentale, a maintenu le carburant, les munitions et les fournitures qui affluaient vers les têtes de pont en avancée. Les colonnes de chars qui ont couvert 150 km en un jour
avaient toujours du carburant et des munitions quand elles ont atteint leurs objectifs. La mécanisation qui avait écrasé la Wehrmacht a maintenant écrasé l'armée du Guangdong, avec une facilité encore plus grande. Les commandants de chars soviétiques ont noté le contraste frappant avec leur expérience européenne. Un officier a écrit « Merquot ira zéro ». Un autre a décrit la campagne comme une promenade comparée à l'enfer de Berlin et de Stalingrad. La différence n'était pas le courage. Les soldats japonais ont combattu quand ils le pouvaient, mais il manquait des armes, de la doctrine et du soutien pour monter une résistance efficace contre les tactiques de bataille profondes. L'effondrement a empêché tout retrait organisé japonais ou l'établissement de lignes défensives secondaires. Les unités qui ont tenté de se replier ont trouvé les forces soviétiques bloquant déjà leur chemin. Les points forts qui ont tenu bon se sont retrouvés encerclés et isolés, contournés par l'avancée soviétique principale. Le repli s'est transformé en débâcle, la débâcle s'est transformée en reddition de masse. Les jalons clés ont marqué la progression de la campagne. Du 11 août au 14 août, les têtes de pont soviétiques avaient traversé les grands Khingan et les montagnes et saisi les jonctions ferroviaires clés. Le 15 août, l'empereur Hirohito a annoncé la reddition du Japon dans une diffusion radiophonique. La résistance japonaise organisée s'est effondrée presque immédiatement. Les soldats qui combattaient quelques heures auparavant ont déposé leurs armes. Les officiers se sont suicidés plutôt que de faire face au déshonneur de la reddition. Du 18 août au 20 août, les forces soviétiques avaient saisi Mukden, Changchun, Harbin et Port Arthur. L'armée du Guangdong, autrefois la fierté du militarisme japonais, a cessé d'exister en tant que force combattante. L'expérience humaine de l'effondrement était chaotique et brutale. Les soldats japonais ont décrit la terreur de faire face à un ennemi qui apparaissait partout à la fois. L'armure soviétique émergeait de directions inattendues, les canons tonnants, les attaques aériennes étaient constantes. Il n'y avait pas de zone arrière sûre. Les communications étaient mortes. Les officiers n'avaient pas d'informations et pas d'ordre. Les hommes se rendaient par centaines, puis par milliers. Certaines unités ont combattu jusqu'au dernier homme. D'autres se sont effondrés. Les civils pris dans le chemin de l'avancée soviétique ont fait face à la violence, au pillage et aux représailles. L'effondrement de l'ordre militaire signifiait l'effondrement de tout ordre. Alors que les armées japonaises se désintégraient à travers la Mandchourie, l'impact de la campagne se faisait sentir, dans un endroit bien plus important que n'importe quel champ de bataille, le palais impérial à Tokyo. L'histoire se souvient d'août 1945 pour 2 bombes atomiques, mais les dirigeants japonais étaient tout aussi terrifiés par ce qui se passait en Mandchourie. Le 6 août, les États-Unis ont largué une bombe atomique sur Hiroshima, tuant des dizaines de milliers de personnes instantanément. Le 9 août, une deuxième bombe a détruit Nagasaki. Le même jour, l'Union soviétique a lancé l'opération Tempête d'août. Pour la direction japonaise, la combinaison a créé une crise qui a brisé tout espoir, restant d'éviter une reddition inconditionnelle. Les minutes de la conférence impériale du 9 août et du 10 août ont révélé la panique que l'invasion soviétique a créée parmi les hauts responsables. Le ministre des Affaires étrangères, Shigenori Togo, et le chef d'état-major de l'armée Yoshijiro Umezu ont cité l'entrée soviétique comme ayant brisé tout espoir de médiation ou de résistance continue. La stratégie du Japon pour terminer la guerre reposait sur l'Union soviétique. Malgré le fait d'être des ennemis idéologiques, Staline avait maintenu un pacte de neutralité avec le Japon. Les diplomates japonais avaient poursuivi la médiation soviétique pour une paix négociée qui permettrait au Japon d'éviter la reddition inconditionnelle et de préserver le système impérial. L'invasion soviétique a détruit cette stratégie en une seule nuit. Il n'y aurait pas de médiation. Il n'y aurait pas de paix négociée. Le Japon faisait maintenant face à une guerre sur 2 fronts qu'il ne pouvait absolument pas gagner. Les forces américaines se préparaient à envahir les îles d'origine du Sud. Les forces soviétiques détruisèrent les armées japonaises en Mandchourie et menaceraient bientôt la Corée et les îles d'origine du Nord. La situation stratégique était sans espoir. L'historien Tsuyoshi Hasegawa et d'autres soutiennent que l'invasion soviétique était le facteur décisif forçant la reddition du Japon. Les bombes atomiques étaient dévastatrices, mais le Japon avait déjà enduré des mois de bombardements conventionnels aux incendiaires qui ont tué plus de personnes que les bombes atomiques. Les villes japonaises brûlaient, la population civile mourait de faim. Pourtant, la direction militaire avait continué à résister, se préparant à une défense finale des îles d'origine qui coûterait des millions de vies. L'invasion soviétique a changé le calcul. Elle a exposé les armées de la terre ferme japonaise à la destruction immédiate et totale.
La vitesse de l'avancée soviétique signifiait que chaque heure de délai entraînait la perte de dizaines de milliers de soldats supplémentaires et la saisie de centaines de kilomètres de territoire supplémentaires. La pression était insoutenable. Si le Japon ne se rendait pas immédiatement, il n'y aurait rien à rendre. La combinaison de bombes atomiques et d'invasion soviétique en 48 heures a créé une crise double qui a submergé la capacité décisionnelle japonaise. Le Conseil suprême de la guerre, qui avait été bloqué entre ceux favorisant la reddition et ceux exigeant une bataille finale, s'est brisé. Le 15 août, l'empereur Hirohito a annoncé la reddition du Japon dans une diffusion radiophonique. Il a cité l'utilisation par l'ennemi d'une bombe nouvelle et très cruelle, mais aussi la situation militaire changeante. L'invasion soviétique était implicite dans cette déclaration. Pourtant, pour les soviétiques, l'impact stratégique de la campagne était secondaire par rapport à sa signification symbolique, le règlement final des comptes. Les victoires militaires s'effacent de la mémoire, mais l'inversion de l'humiliation nationale devient légende. Les forces soviétiques ont délibérément hissé la bannière rouge sur la forteresse de Port Arthur le 22 août 1945. Le maréchal Meretskov a assuré que l'emplacement symbolique reçoive une attention prioritaire malgré sa valeur militaire limitée. La forteresse, dont la chute en 1905 avait symbolisé l'humiliation russe, a maintenant été témoin du triomphe russe. Le moment a été capturé dans des photographies et des actualités cinématographiques. La propagande soviétique en a fait le centre émotionnel des célébrations de victoire. Les communiqués officiels soviétiques et la propagande ont explicitement référencé le règlement des comptes pour 1905 et la vengeance de Tsushima. Le récit de vengeance n'était pas un sous-texte, c'était le texte. Les journaux soviétiques ont publié des gros titres, célébrant l'inversion de 1905. Les diffusions radiophoniques ont rappelé aux auditeurs Tsushima et Mukden. Les ordres militaires du jour invoquaient la mémoire des marins russes qui étaient morts 40 ans plus tôt. La campagne a été encadrée comme la rédemption de l'honneur national. La reprise de Port Arthur était chargée de symbolisme. En 1905, les forces japonaises avaient assiégé la forteresse pendant des mois, la capturant finalement après des combats brutaux. Les défenseurs russes avaient combattu avec courage, mais ils étaient condamnés par une mauvaise direction et un soutien inadéquat. La chute de Port Arthur avait été le début de la fin pour les espoirs russes dans la guerre. Maintenant, en 1945, les forces soviétiques ont repris la forteresse avec facilité. Il n'y avait pas de siège. Il y avait à peine des combats. Les défenseurs japonais se sont rendus ou ont fui. Le contraste ne pouvait pas être plus complet. La direction militaire soviétique a connecté la victoire de 1945 directement à la rédemption de l'honneur national russe. Meretskov et d'autres commandants ont prononcé des discours référençant les humiliations de 1905 et le triomphe de 1945. Le message était clair. L'Union soviétique avait vengé la défaite tsariste. La honte de Tsushima était effacée. La Russie n'était plus l'homme malade de l'Asie, mais une superpuissance. La campagne a démontré la suprématie militaire soviétique en Asie et a établi l'URSS comme une puissance du Pacifique. En 1905, la Russie avait été vaincue par une nation asiatique. En 1945, l'Union soviétique a anéanti l'armée de cette même nation en 11 jours. Le renversement était total. Le ratio de tués de 30 pour 1, la vitesse d'avance, la supériorité technologique et tactique écrasante, tout cela a servi à effacer le souvenir de 1905 de la conscience russe. Le symbolisme s'étendait au-delà de Port Arthur. Les forces soviétiques ont repris chaque territoire perdu en 1905. Le sud de Sakhaline cédé au Japon par le traité de Portsmouth a été repris. Les îles Kouril promises à Staline à Yalta ont été occupées. L'influence soviétique en Mandchourie, perdue en 1905, a été restaurée. L'ordre géopolitique de l'Asie du Nord-Est a été réécrit en 11 jours. Pourtant, pour des centaines de milliers de soldats japonais, la fin de la campagne ne marquait pas la libération, mais le début d'un cauchemar différent. La guerre de 11 jours était terminée. Mais pour des centaines de milliers, la souffrance venait de commencer. Entre 594 000 et 650 000 soldats et civils japonais ont été faits prisonniers par les forces soviétiques pendant et après l'opération Tempête d'août. Cette captivité de masse représentait l'une des plus grandes opérations de travail forcées de l'histoire moderne. Les prisonniers ont été déportés dans des camps de travail à travers la Sibérie et l'extrême-orient soviétique, où ils ont travaillé dans des mines, des forêts et des projets de construction dans des conditions brutales.
L'expérience des prisonniers de guerre japonais dans les camps soviétiques est devenue un chapitre traumatisant dans la mémoire collective japonaise. Des dizaines de milliers sont morts de maladies, de malnutrition, d'épuisement et du froid. Les taux de survie ont été estimés entre 80 et 85%, ce qui signifie qu'entre 90 000 et 130 000 prisonniers sont morts en captivité. Ceux qui ont survécu ont enduré des années de travaux forcés dans certains des environnements les plus hostiles de la Terre. De nombreux prisonniers n'ont pas été rapatriés avant 1956, 11 ans après la fin de la guerre. Le délai était délibéré. Staline utilisait les prisonniers comme ressources de travail et comme monnaie d'échange dans les négociations d'après-guerre avec le Japon. Les familles au Japon n'avaient aucune information sur le fait que leurs proches étaient vivants ou morts. Les hommes qui s'attendaient à rentrer chez eux après la reddition du Japon se sont retrouvés piégés dans un enfer gelé sans fin en vue. L'expérience des prisonniers représentait le renversement complet de 1905. Dans cette guerre antérieure, les prisonniers russes avaient souffert dans les camps japonais. Maintenant, les soldats japonais enduraient le même sort aux mains des soviétiques. Le cycle de la vengeance était complet, mais le coût humain s'étendait bien au-delà du champ de bataille. La captivité de masse servait également les objectifs stratégiques soviétiques. Le travail extrait des prisonniers japonais a contribué aux efforts de reconstruction soviétique après la dévastation de la Deuxième Guerre mondiale. Les prisonniers ont construit des infrastructures, extrait du charbon et des minéraux, et exploité le bois dans des régions où les citoyens soviétiques étaient l'eau des rares. La valeur économique du travail forcé était substantielle. Pour le Japon, la question des prisonniers a empoisonné les relations avec l'Union soviétique pendant des décennies. Le retour lent des prisonniers, le manque d'informations et les décès en captivité ont créé une amertume durable. Même aujourd'hui, le sort des prisonniers japonais en Sibérie reste un sujet sensible dans la mémoire historique japonaise. L'opération Tempête d'Août est ainsi devenue une campagne de significations multiples. Révolution militaire, vengeance historique, tremblements stratégiques et tragédies humaines, tout comprimé en 11 jours qui ont changé le cours de la Deuxième Guerre mondiale et réglé une dette vieille de 40 ans. L'opération Tempête d'Août a répondu à la question historique de manière définitive. C'était simultanément la vengeance calculée de l'Union soviétique pour l'humiliation de 1905 et une démonstration dévastatrice que la doctrine moderne de bataille en profondeur pouvait anéantir une armée qui combattait encore la guerre précédente. En 11 jours, les soviétiques ont réalisé un ratio de tués de 30 pour 1. Ils ont avancé plus vite que toute campagne européenne, couvrant jusqu'à 800 km et en moyenne 40 à 70 km par jour. Ils ont déployé 1 600 000 troupes, 5 500 chars et 3 700 avions contre une force japonaise vidée de sa substance qui existait plus sur le papier que dans la réalité. Le résultat n'était pas une bataille, mais une désintégration systématique. La campagne aurait pu être aussi décisive que les armes atomiques forçant la reddition du Japon. Les minutes de la conférence impériale japonaise révèlent que les hauts dirigeants ont cité l'invasion soviétique comme ayant brisé leur dernier espoir de paix négociée. La combinaison des bombes atomiques et de l'invasion soviétique en 48 heures a créé une crise qui a brisé l'impasse à Tokyo et a forcé l'empereur Hirohito à annoncer la reddition le 15 août. Le récit de vengeance était explicite et délibéré. Les commandants soviétiques et la propagande ont invoqué le règlement des comptes pour 1905. Le drapeau rouge levé sur la forteresse de Port Arthur symbolisait le renversement de Tsushima. Chaque territoire perdu en 1905 a été repris. L'humiliation géopolitique a été effacée par une supériorité militaire écrasante. Mais la campagne a également prouvé un point plus large sur la guerre moderne. L'écart entre les doctrines importe plus que l'écart entre le courage. Les soldats japonais ont combattu quand ils le pouvaient, mais ils étaient piégés dans les concepts défensifs de la Première Guerre mondiale. Face à un ennemi qui avait maîtrisé l'art opérationnel de la Deuxième Guerre mondiale, les défenses statiques ont été contournées. La pensée linéaire a été brisée par des attaques simultanées sur plusieurs axes. Le courage ne pouvait pas surmonter l'équipement obsolète, l'entraînement inadéquat et une doctrine conçue pour une guerre qui n'existait plus. Les tactiques soviétiques de bataille en profondeur employées en Mandchourie représentaient l'aboutissement de 4 années d'apprentissage brutal sur le front de l'Est. Les groupes de manœuvres opérationnelles ont pénétré des centaines de kilomètres, contournant les points forts et encerclant des formations entières. Le tempo des opérations a empêché toute réaction organisée. La coordination de 3 fronts attaquant simultanément a créé des dilemmes impossibles pour les commandants japonais.
Le résultat était une forme de guerre qui rendait les concepts défensifs traditionnels obsolètes. Le coût humain s'étendait bien au-delà du champ de bataille. La captivité de masse de jusqu'à 650 000 prisonniers japonais et leur déportation dans les camps de travail sibériens ont créé une catastrophe humanitaire qui a duré plus d'une décennie. Des dizaines de milliers sont morts en captivité. Ceux qui ont survécu ont porté le traumatisme pour le reste de leur vie. L'expérience des prisonniers est devenue un épilogue amer à la catastrophe militaire. L'héritage de l'opération Tempête d'août est complexe. Elle a démontré la puissance militaire soviétique et établi l'URSS comme une superpuissance du Pacifique. Elle aurait pu être décisive pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Elle a réglé une dette vieille de 40 ans d'humiliation nationale. Mais elle a aussi révélé la logique brutale de la guerre moderne, où la supériorité technologique et doctrinale peut transformer les batailles en massacres, et où le coût humain de la victoire et de la défaite s'étend bien au-delà du champ de bataille. Le drapeau rouge sur Port Arthur en 1945 ne marquait pas seulement une victoire militaire. Il a effacé Tsushima de la mémoire russe et a annoncé l'arrivée d'une nouvelle superpuissance en Asie. Née des cendres de la défaite de 1905, l'armée du Guangdong, autrefois la terreur de l'Asie, a été effacée en 11 jours, et le monde a appris que certaines dettes historiques ne sont pas payées par la diplomatie, mais par la destruction complète des armées. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour plus de plongées historiques approfondies sur la Deuxième Guerre mondiale chaque semaine. Merci de regarder.